Je sais seulement que les médias russes ont soudainement affirmé que nous ne tolérerions jamais qu'Israël attaque l'Iran avec des armes nucléaires. Cela a été relayé dans les médias. Je me dis alors, mais ce sont des services de renseignement parmi les meilleurs, et s'ils rendent ce genre d'informations publiques, combien d'informations ont-ils déjà pour empêcher ou anticiper ce qui nous est montré chaque jour? Donc peut-être qu'ils sont déjà bien plus avancés dans leur prise de décision que ce qui nous est présenté. Parce que les Russes argumentent que si cela arrivait, alors le seuil d'utilisation des armes nucléaires serait massivement abaissé dans le monde entier. Et alors nous serons définitivement là. Et le prochain pays n'hésitera plus lors d'un conflit, car la tolérance aura été abaissée. Et je sais aussi que Vladimir Poutine, en octobre 22, là j'ai vraiment quitté l'Allemagne avec mon petit-fils parce que je savais simplement qu'il était sur le point de frapper avec le nucléaire. Celui sans argent doit prendre des risques, tandis que le riche doit éviter d'en prendre. D'où l'existence des réunions Bilderberg et autres cercles élitistes. Ce sont des informations, des données qui sont échangées, qui ne sont jamais montrées dans les médias traditionnels, à la télévision, dans tous les médias. Mais eux, bien sûr, ils savent, ils ont beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'ils peuvent tout faire, sauf prendre des risques. Ils doivent anticiper. C'est aussi pourquoi des choses surviennent, comme Bill Gates et le Covid. En mars 2020, c'est arrivé, mais dès septembre, il avait acheté BioNTech. Comment est-ce possible? Et beaucoup de gens appuient tout le temps à fond sur la pédale. Ils remarquent qu'ils sont stressés, qu'ils sont à plat, qu'ils sont fatigués, épuisés, mais ils ne savent même pas, est-ce vraiment mon chemin? Et tu peux aussi foncer contre un mur à 180 km à l'heure, et tu penseras que c'est la bonne voie. Et tu ne te demandes même pas si c'est vraiment la direction dans laquelle tu veux évoluer. Et c'est pour cela aussi. Maxime, c'est un honneur de te parler aujourd'hui. Je suis ton contenu depuis de nombreuses années et ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est que tu montres toujours qu'il existe un niveau beaucoup plus profond auquel nous devons revenir. Surtout dans un monde où beaucoup de gens sont surinformés et courent dans tous les sens comme des poules affolées, tu apportes de la clarté, tu donnes de l'orientation. Je suis heureux que tu existes. Cher Simo, c'est un plaisir de pouvoir enfin te rencontrer aussi dans ce format. Merci beaucoup. Maxime, quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, cette simultanéité de toutes ces crises, assistons-nous à un véritable chaos ou bien y a-t-il derrière cela une forme de schéma ou de stratégie? Avant que nous commencions cette excellente conversation, je dois être honnête avec vous un instant. 89% d'entre vous regardent régulièrement sans s'abonner à cette chaîne. Pour être honnête, ça me brise un peu le cœur car cette chaîne ne grandit que grâce à votre fidélité. Si tu retires ne serait-ce qu'une seule chose de cette conversation aujourd'hui, quelque chose qui te rend 1% meilleur, alors aide-moi à inverser ce chiffre. Un abonnement ne te coûte rien, mais ça nous donne le signal qu'on est sur la bonne voie. Tu restes informé, nous restons motivés. C'est le deal le plus équitable sur Internet. Passons maintenant à la vraie raison de ta présence aujourd'hui. Super question, je pense que la réponse dépend de la personne à qui on la pose. Ou peut-être qu'on devrait même poser la question autrement. Qui nous gouverne vraiment? Oui, certains disent que ce sont les méchants politiciens, d'autres pensent qu'en réalité, ils n'ont aucun pouvoir d'influence. Mais la plupart des décisions sont prises par des élites occidentales ou orientales. Oui, il y a cette interview avec Vladimir Poutine où il en a aussi parlé. Le bal des vampires est terminé. Et ce que les élites occidentales ont construit pendant des décennies, elles préféreraient le figer afin que ce monde multipolaire ne voit même pas le jour. Et ceci, oui, les États-Unis et en partie l'Europe, bien que celle-ci s'en détache de plus en plus, ou que les États-Unis se détachent de tout le monde, y sont soumis. Ce que l'hégémon, dans ce cas les États-Unis, souhaitent à l'échelle mondiale, oui. Et que ce soit le chaos ou non, oui, planifié ou non, c'est la question que nous pouvons poser à ceux qui gouvernent réellement ce monde. Si nous prenons le billet de 100 $ avec Benjamin Franklin dessus, alors tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour des Benjamins. Il y a différentes chansons à ce sujet et je crois qu'il y a cette belle phrase: celui qui n'a pas d'argent doit de l'argent ou doit prendre des risques. Oui, c'est-à-dire que tu achètes une action et tu espères qu'elle explose. Mais celui qui n'a pas d'argent ne doit pas prendre de risques, il doit anticiper. Je compare ça un peu au football en transposant Pep Guardiola, le football de Pep. Quand Pep jouait avec ses équipes, ils avaient parfois jusqu'à 70, 80, 90% de possession de balle. Quand tu as le ballon, l'adversaire ne peut pas marquer. Et si on applique cela à qui nous gouverne vraiment, en supposant l'existence de familles, d'élites, 13 familles, qui ont divisé cette terre et qui en fait donnent la direction. Ensuite, en politique, les politiciens sont sponsorisés. Oui, ils devraient aussi, comme en Formule 1, afficher le nom de leur sponsor sur leur veste. On saurait ainsi à qui ils appartiennent. Notre chancelier, Merz, BlackRock, Jüngling, beaucoup le savent. Et je crois que beaucoup de choses sont décidées lors de réunions secrètes.
Oui, lors des conférences Bilderberg, où le gouvernement mondial est simplement décidé et ensuite transmis aux différents pays. Et ensuite, cela nous est vendu dans le monde, dans les médias grand public, par ces 4 ou 5 familles qui possèdent tout le paysage médiatique. Si quelqu'un a une opinion différente, comme le docteur Spitzbart qui avait une chronique dans Spiegel ou Focus après 20 ans, il n'est plus le bienvenu du jour au lendemain. Bonne chance, partez. Voilà. Et cela signifie que ma liberté, la liberté d'opinion, je pense, dépend toujours du point de vue de l'observateur. Voilà. Et est-ce que c'est actuellement un chaos ou est-ce une stratégie modèle? Je pense que lorsqu'il y a certaines personnes qui donnent la direction, oui, par exemple, dans notre podcast Les Têtes des Génies, avec aussi 700 épisodes, il y a eu des invités incroyables, des noms mondialement connus comme Joe Dispenza, Wim Hof et ainsi de suite. Et là, j'avais aussi des initiés qui ont raconté des choses. Donc cette guerre en Ukraine qui a soudainement éclaté en 2022, qui semble surgir de nulle part, m'a été racontée par le docteur âgé de plus de 80 ans. L'homme a dit que l'armée ukrainienne avait déjà été mise en place dans les années 90. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on nous montre maintenant et qu'est-ce qui est déjà... Les guerres mettent des années ou des décennies à se préparer. Qu'est-ce qui a déjà été mis en place en coulisses depuis longtemps? Oui, aussi le mot-clé Covid-19, oui. Combien d'événements ont déjà eu lieu auparavant, y compris Bill Gates, qui en septembre, tout le monde peut vérifier. Il s'agit de BioNTech, qu'il a acheté puis revendu en 6 mois, réalisant un bénéfice de 300 millions de dollars américains. Et tout cela sans impôt, car acheté via la fondation. Maintenant, les gens pourraient me dire, quel hasard, il a eu du flair. Ou alors, il savait déjà en septembre 2019 des choses que nous ne savions pas. Oui, et il a agi en conséquence pour se préparer. Bref, je pense que là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir, et là où il y a beaucoup de pouvoir, il y a aussi énormément d'abus de pouvoir. La question est, que nous raconte-t-on et que nous vendons maintenant? Et qu'est-ce qui se passe dans les sous-sols de quelques puissants qui savent très bien que, selon la façon dont nous vendons certaines choses dans le monde, ce sont nos avantages? Oui, mot-clé Iran, oui, les États-Unis, par exemple, se sont aussi posé la question, comment peuvent-ils faire avancer leur pays économiquement? Et puis, ils ont simplement constaté qu'au Proche-Orient, il n'y a pas ou peu de clients pour toutes ces avancées technologiques venant des États-Unis. Et puis ils ont dit, d'accord, si nous intervenons là-bas et que nous changeons le gouvernement en Iran, oui, alors nous pourrons vendre beaucoup plus d'Apple dans le monde, ce qui génère des recettes fiscales pour les États-Unis. Si nous avons des défis, le détroit d'Ormuz sera fermé. Le plus grand perdant, c'est la Chine, car elle ne recevra pas de réserve d'énergie. Sans énergie ni engrais, tu auras tôt ou tard un problème. Comment payer toutes les usines? Nous sommes l'exemple parfait en Europe, en Allemagne, notamment avec les pipelines 1 et 2 sabotés. L'énergie coûteuse fait chuter l'économie car les coûts dépassent les revenus. Beaucoup de choses ne sont pas dites dans les médias, mais elles sont certainement analysées en détail, non seulement en public, mais aussi auparavant dans des groupes de réflexion stratégique. Oui, notre premier, deuxième et les quelques autres petits avantages. Et ensuite, on réfléchit à un certain récit, on crée un gros titre et après, on dit simplement « l'Iran est méchant, oui, et les bombes atomiques ». Et nous protégeons le monde entier et les bons, chers amis des États-Unis, qui s'intéressent à la sécurité. Et puis, ça rappelle un peu l'Irak, où ils sont aussi intervenus à l'époque en disant que Hussein avait des bombes atomiques qui n'ont jamais été trouvées. Donc, en conclusion, à qui cela profite-t-il? Oui, suis l'argent. Et alors tu sais qu'il y a des intérêts différents qui poursuivent finalement leurs propres intérêts. Oui. Si tu es chez toi en ce moment et que tu te demandes où tu pourrais t'enterrer vivant, écoute-moi un instant, j'ai quelque chose pour toi. Balthazar Becker et moi organisons le 29/03 à 17h un webinaire gratuit. Dans ce webinaire, je vais te raconter concrètement quelle a été ma stratégie de sortie pour quitter le système des enseignants et des fonctionnaires. Pas de théorie, pas de manuel, mais du concret issu de la pratique. Parce qu'au final, tout tourne toujours autour de deux choses, la liberté intérieure et la liberté financière. Et je peux vous dire une chose, nous n'avons plus un temps infini, les 2 à 3 prochaines années seront décisives. C'est maintenant le moment de prendre ses responsabilités. Le lien du webinaire est en bas de la description. Tu viens de le décrire vraiment magnifiquement. D'un autre côté, Maxime, c'est sur ta chaîne que j'ai entendu pour la première fois le terme de révolution de la conscience. Et l'idée derrière tout ça, c'est en fait ce que tu viens de décrire. Le mensonge là-dehors est tellement grand, tellement évident, tellement en pleine figure,
que les gens ne peuvent tout simplement plus faire autrement que de se réveiller d'une manière ou d'une autre. Et on dit aussi souvent qu'après le coronavirus, énormément de personnes se sont éveillées. Récemment, une manifestation pour la paix à Berlin a réuni 5000 personnes, alors qu'il en aurait fallu 5 millions. Si nous sommes vraiment éveillés, pourquoi n'agissons-nous pas? Bonne question, c'est probablement encore une question de masse critique, non? Comme une boule de neige en hiver, quand les enfants jouent, tu as aussi une fille, et quand elle finit par faire rouler la boule de neige, à un moment donné, elle devient assez grosse et cela déclenche ensuite une avalanche. Oui, sur les pistes de ski, ce n'est que lorsque suffisamment de neige s'accumule, alors ça arrive, puis des tonnes de neige dévalent la pente. Mais tout commence avec la première petite pierre. Et cela signifie que sur nos chaînes, nous nous efforçons de proposer une couverture alternative de ce qui n'est pas raconté, et en même temps, mais chacun est en quelque sorte prisonnier de son propre système. Oui, donc je compare toujours cela. Donc mon livre s'appelle Maître de l'âme et l'âme, c'est la conscience. Et maître, c'est l'énergie masculine yang, donner de l'élan. Et je suppose simplement que nous avons beaucoup de personnes qui nous dirigent, qui sont en politique, qui sont très, très ancrées dans cette perspective de l'ego. Oui, plus grand, plus vite, plus loin, énergie masculine, après moi le déluge, laisser une marque dans l'univers, oui, plus grand, plus vite, plus loin, et l'argent, la matière, le luxe et l'âme, c'est la conscience. Originaire d'Asie, cela invite à remettre en question les choses d'un point de vue supérieur. Est-ce utile ou non? Et beaucoup de personnes qui se sont éveillées, en dehors de la masse critique, oui, c'est déjà écrit dans la Bible que le chemin large mène à la perdition. Non, et c'est la porte étroite que seuls quelques-uns empruntent, et la masse suit le chemin du courant dominant. Oui, c'est pour cela qu'on l'appelle le mainstream. Et mis à part le fait que, de mon point de vue, la masse critique n'est pas encore atteinte, mais qu'elle est en train de l'être, à chaque fois que des événements douloureux se produisent. Oui, et tu viens déjà de mentionner le Covid, et j'ajouterais aussi la Première et la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, je crois, 9 millions de morts. Seconde Guerre mondiale, 70 millions de morts. Oui, et depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons au moins un peu de paix depuis environ 70-80 ans, mais après la Première Guerre mondiale. Apparemment, la douleur n'était pas assez grande. Qu'ils se sont dit, bah d'accord, encore 20 ans de pause et ensuite on y retourne à fond. Oui, donc je pense qu'au plus tard, après Hiroshima et Nagasaki, que les gens ont maintenant un peu peur d'y aller. Parce que nos armes aujourd'hui sont beaucoup plus rapides pour pouvoir détruire notre monde instantanément. Et que cela nous maintient un peu dans cet équilibre. Oui, que tout n'a pas déjà complètement dégénéré depuis longtemps. Donc la première réponse est que la masse critique doit être atteinte. Et elle n'est atteinte que lorsque la douleur est plus grande que tout le reste. Oui, donc pour faire le parallèle avec la médecine, il existe des analgésiques et des compléments alimentaires. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus consommé? Les analgésiques? Les analgésiques, exactement. Et la question, c'est pourquoi? Parce que la plupart des gens disent, ce n'est que lorsque je ne peux vraiment plus supporter la douleur que je change quelque chose. Et là, j'arrête de manger des choses grasses. Parce que je sais que c'est nocif à long terme. Tant qu'on n'a pas cette masse critique liée à l'émotion qui nous fait dire, non, jamais, je n'arrêterai. Rien ne se passe avant d'atteindre ce point. La plupart du temps, cet état émotionnel survient après un événement traumatisant, comme pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, où les gens disaient « Honnêtement, même si les politiciens avaient à crier toute la journée qu'il fallait aller au front, personne n'y serait allé, tout simplement parce qu'ils disaient « Non, nous sommes trop fatigués ». Après 4 jours, après 4 ans à se battre tout ce temps, les camps de concentration, toute cette folie provoquée par notre conscience humaine égoïste. Donc, en conclusion, oui, beaucoup de personnes qui se sont éveillées spirituellement ou au niveau de la conscience, qui disent « je vois à travers le jeu, puis qu'ils fassent ce qu'ils veulent ». Oui, ceux qui suivent les principes maîtres, donc qui sont dans cet ego masculin archaïque, et ceux qui voient à travers le jeu, ça c'est l'âme, soul, qui disent franchement qu'ils fassent leur jeu de la matrice. Moi, je me retire, je construis quelque chose par moi-même. Oui, je suis quelque part dans les montagnes, seul dans la nature. Et puis, qu'ils s'entretuent entre eux, ça m'est égal. Le problème, c'est que le mal n'a besoin que de peu pour triompher. C'est quand les gens éveillés, conscients, ne font rien, disant juste « je vois clair dans ce jeu, je suis plus avancé que vous, puis je me retire ». Et c'est pourquoi, de mon point de vue, le livre s'appelle Soul Master, parce que soul, c'est l'âme, et c'est utilisé ici comme une métaphore. À vélo, dans quelle direction tournes-tu le guidon et la roue avant? Et master, c'est l'énergie masculine, c'est appuyer sur les pédales. Et beaucoup de gens appuient tout le temps à fond sur les pédales. Ils se rendent compte qu'ils sont stressés, qu'ils sont à plat, qu'ils sont fatigués, épuisés, mais ils ne savent même pas pourquoi. Est-ce vraiment mon chemin? Oui, et tu peux aussi foncer contre un mur à 180 km à l'heure
et tu penseras que c'est le bon chemin. Tu ne te demandes même pas si c'est la direction que tu veux prendre. C'est pourquoi il faut d'abord prendre conscience, puis accélérer, et pas seulement avoir un savoir rationnel, puis accélérer tout le temps. La conscience et le savoir sont différents en ce sens que la conscience perçoit toutes les perspectives. Oui, et le savoir, c'est tout le temps comme ça. Ça, c'est de mon point de vue ce qui serait le mieux pour moi maintenant. Comment puis-je m'imposer face aux autres? Car je pense qu'il y a des limites. Musique et compétition contre tous, puis un pays essaie de rivaliser avec un autre. Et ça, c'est au niveau collectif et à l'échelle du microcosme, c'est chaque individu. Et si j'ai du trouble dans mon esprit, il y aura du trouble dans le monde. Et cela signifie que nous ne sommes capables d'être heureux, réussis ou financièrement libres qu'à la hauteur du niveau de notre conscience. Oui, donc dans le même environnement, chaque personne voit un monde différent et selon la façon dont je pense, J'ai l'impression, Maxime, que la coupe est presque pleine. Ces dernières semaines, j'ai reçu de nombreux messages montrant que les gens étaient épuisés. Donc des messages comme Simo, je deviens fou, Simo, je suis épuisé, Simo, j'ai besoin d'orientation. As-tu l'impression que cet état d'épuisement collectif est en quelque sorte à son paroxysme? On évoque aussi beaucoup l'ancien et le nouveau monde, cette transition. Comment vois-tu cela en ce moment? alors il y avait cet homme, un chercheur qui s'appelle James DeMeo, et il a précisément étudié si les traumatismes collectifs ou sociétaux se transmettent de génération en génération. Et sa thèse était que chaque fois que, je crois qu'il a étudié cela avec le Sahara, que lorsque dans le désert du Sahara, il y avait trop de chaleur, alors beaucoup de gens devaient déménager parce qu'il n'y avait plus d'espace vital là-bas et que personne ne pouvait plus survivre. Manger, boire était difficile et cela a conduit à des traumatismes sociaux. Et nous tous, comment dire, peut-être comme cette grenouille dans l'eau chaude, nous montons lentement en température et nous ne réalisons même pas que nous sommes pris dans ce traumatisme collectif tout le temps. À cause de cela, les gens ressentent une différence avec avant. Avant, on écrivait une lettre, puis il y a eu les emails, et maintenant WhatsApp, Telegram, sur tous les canaux. Aujourd'hui, en une seule journée, nous avons plus d'informations à traiter qu'un paysan il y a 100 ans dans toute sa vie. Et cette époque de civilisation, cette surcharge de stimulation, ça a un effet sur nous. Mais en même temps, associé à ces traumatismes collectifs, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, oui, tout ce que nos générations précédentes ont vécu, cela fait aussi partie de notre inconscient collectif, dont Carl Gustav Jung a parlé. Cela nous influence aussi en permanence. Et nous renaissons sans cesse, oui, sur cette terre. Et il s'agit de savoir, en quelque sorte, si aujourd'hui je suis plus fort que mon arrière-grand-père, peut-être au XIVe ou au XVIIe siècle, parce que tout ce qui a été transmis dans la famille, c'est ce traumatisme collectif et cette course d'obstacles, cette répétition, elle continuera aussi longtemps qu'il ne se trouvera pas quelqu'un, un jour, qui soit assez fort dans une famille pour s'éveiller et littéralement grandir. Honnêtement, ces bêtises, pâtisses faites par mes arrière-grands-parents, ou même celles que je fais aujourd'hui, car mon grand-père, au XVIIe siècle, a agi de manière similaire parce qu'il n'avait pas de conscience, jusqu'à ce que je sois un jour prêt à briser ce cercle et à ne plus répéter les mêmes erreurs. Et c'est justement dans cette spirale que nous sommes un peu piégés. Oui, un épuisement total, les gens ont l'impression, eh bien, qui suis-je après tout face aux grands médias? Oui. Et encore une fois, tout ce dont l'inconscient a besoin pour triompher. Quand des personnes éveillées ou conscientes détournent le regard, quand elles se sentent impuissantes, sans pouvoir, et quand elles ont l'impression que ça ne sert à rien de toute façon. Les grands, ce sont eux qui décident de tout. En fait, ils ne feraient rien sans la participation de nombreuses personnes. Donc, cela signifie que nous sommes quelque part pris au piège dans ce grand écart entre cette expérience collective traumatique des derniers siècles et ce que notre lignée ancestrale nous a légué. Oui, il y a ces expériences avec les souris. Ensuite, lorsqu'une souris grand-mère était dans un labyrinthe, et à cet endroit, elle recevait des chocs électriques. Ensuite, la petite fille souris, qui n'a jamais connu sa grand-mère, a soudain eu des sursauts au même endroit dans le labyrinthe, même s'il n'y avait pas de chocs électriques à cet endroit. Et à quel point la conscience humaine est-elle plus complexe? Oui, comparée à celle d'une petite souris comme ça. Cela veut dire que toutes ces choses agissent sur nous et nous avons l'impression, d'une certaine manière, d'être prisonniers. Mais en réalité, nous sommes des êtres très, très puissants, sur le plan de l'âme de toute façon. Seulement, nous n'en sommes pas conscients. Et tant que je suis consommateur, je ne peux pas devenir producteur. Et cela signifie sortir de cette propre minorité. Là, nous sommes de retour avec Emmanuel Kant. Saper Aude, ose utiliser ta propre raison et même ton cœur, car le cœur incarne la conscience et la sagesse, tandis que la raison apporte connaissance et rationalité.
Je trouve ça tellement fort ce que tu viens de dire. Ne pas être surinformé dans ce monde, parce que être surinformé mène à l'impuissance, sans pouvoir. Finalement, se servir de sa propre raison ou tout simplement s'en souvenir quand on est vraiment dans ce monde, se recentrer sur soi-même sans se noyer sous les informations. Je me suis demandé ces dernières semaines, ce n'est pas facile d'être ce bâtisseur de ponts. Toujours remettre en question ce récit officiel. Maintenant, tu es père, entrepreneur et très actif sur la scène des créateurs. Comment fais-tu pour rester mentalement clair dans cette période très difficile? Je dis toujours une vie réussie. Donc E égale E plus E. Et la formule traduite signifie que le succès, c'est les résultats plus les expériences. Oui, et les résultats, c'est encore le maître, l'énergie yang, masculine. Donc cela signifie que tu as vraiment des résultats dans la vie, professionnellement, oui, que tu assumes des responsabilités, que tu n'évites pas tout le temps les choses. Responsabilité pour ton corps, responsabilité pour les personnes les plus importantes autour de toi, relations, famille, payer des impôts, tout ça. Et en même temps, la vie devrait aussi inclure des expériences. Et les expériences, c'est le compte émotionnel, le compte de la joie. Et il y a certaines personnes qui sont très, très axées sur le monde des expériences et qui n'assument aucune responsabilité. Et puis, il y a des gens dont je fais partie qui aiment porter beaucoup, beaucoup de responsabilités, et parfois trop. Tu te rends alors compte que tout cela s'accumule dans notre corps. 90% de toutes les maladies sont des émotions retenues. Et beaucoup de gens ressentent cette tension dans la nuque. C'est simplement cette énergie que tu portes constamment sur tes épaules, te rendant totalement tendu ici. Et cela signifie que ma voix consiste toujours à accorder beaucoup d'importance à la conscience sous forme de fréquence, d'énergie. Oui, cela signifie que j'ai diverses plaques vibrantes et tapis de fréquence. Et je fais très, très attention à ce que lorsque je conçois mes contenus, je le fasse dans un espace particulier, puis j'associe cet espace à ces thèmes. Jamais dans la chambre à coucher ou avant de dormir, car sinon j'associerais cet endroit à des sujets lourds. Ainsi, le soir, on peut tout faire au lit sauf s'endormir, parce que tout est simplement imbriqué, associé les uns aux autres. Cela signifie que je vais dans ces pièces, j'observe, puis je dors 1, 2 ou 3 nuits avant de dire quoi que ce soit. Nous vivons dans un monde de gros titres. Denzel Washington a d'ailleurs donné une belle interview à ce sujet. Nous vivons à une époque où il ne s'agit pas de dire la vérité, mais d'être le premier, peu importe qui cela blesse. Et si nous voulons être à la hauteur de notre responsabilité envers notre communauté, cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas d'erreurs. Il s'agit de se demander, est-ce que j'envoie ce message et renforce cette peur, ce récit dans ce domaine? Ou comme tu l'as justement dit lors de la préparation, nous arrivons à donner du pouvoir à nos communautés pour qu'elles ne soient pas simplement des récepteurs émotionnels impuissants. Oui, donc ne deviens pas le récepteur émotionnel de leur vérité, mais reste l'émetteur dans ta haute fréquence, dans ta clarté, dans ta conscience. Oui, parce que donc j'ai participé à énormément de formations, de retraites et autres dans ce domaine. J'ai vraiment appris et étudié auprès des meilleurs experts mondiaux. Et à un moment donné, lors d'une retraite, j'ai eu comme une sorte d'inspiration. J'ai vu quelque chose comme une conscience dézoomée de la Terre, notre planète. Comme si j'étais dans l'univers, j'ai alors vu ces lumières, ces énergies sombres tout le temps. Et c'était, je ne peux même pas le décrire, mais c'était comme s'il y avait la lumière et l'obscurité, oui, et que l'obscurité essayait tout le temps, oui. Gros titre, et puis bombes atomiques, bombes atomiques, bombes atomiques. Et puis j'ai toujours remarqué comment la lumière essayait de s'y opposer, comme un aspirateur tout le temps, non, 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 et elle aspirait ça encore et encore, de sorte que ça ne s'est même pas produit. Autrement, la crise de Cuba dans les années 80 était très dangereuse. Nous avions déjà traversé beaucoup de choses sur Terre. Sans cela, nous ne serions pas là à faire cette interview et il ne resterait presque personne pour écouter. Et je crois vraiment qu'il y a ce balancier. Oui, Hollywood a un peu capté ça avec Keanu Reeves dans ce film Constantine. Là où il dit que Dieu et le diable jouent un jeu. Donc ce n'est pas aussi caricatural qu'à Hollywood. Mais je crois quand même qu'il existe ces fréquences d'énergie lumineuse, consciente et inconsciente. Et je crois aussi que des personnes comme toi et moi qui sont maintenant placées par l'univers dans cette position de leader, que nos canaux ont une grande portée. Oui, notre podcast, Les Têtes des Génies, fait partie du top 3 des podcasts sur tout le marché, que nous sommes aussi particulièrement pertinents du point de vue de la lumière et de l'obscurité. Oui, nous sommes plus nombreux. Si tu travailles pour la lumière, tu es protégé, mais nous restons visés par les forces obscures. Cela nous rend encore plus attirants à leurs yeux.
Oui, et cela signifie que toi, dans ton message, tu as aussi cette responsabilité de te purifier sans cesse. Cela veut dire, avec des rituels conscients, méditer, observer attentivement les personnes conscientes. Pourquoi ai-je envie de sucre ou autre chose? Et quel effet cela a-t-il sur mon énergie? Et quel message va alors passer à travers toi? Donc, mon expérience personnelle, c'est que plus on touche de personnes, plus je remarque que les forces obscures s'intéressent à moi autant que les forces lumineuses qui me protègent et veillent sur moi. Oui, parfois je ressens la présence de mes guides ou de mon équipe spirituelle. Je reçois des inspirations et une protection que d'autres n'auraient peut-être pas si je ne me battais pas pour la lumière. Oui, c'est ça. Mhm. Nous en avions déjà parlé en amont, Maxime. Je t'avais dit que ma devise ici sur la chaîne, c'est « Les cœurs doivent toujours battre plus fort que les blessures ». Et si jamais je faisais un contenu qui divise, j'arrêterais immédiatement la chaîne. Si ça devenait une habitude chez moi, je veux être celui qui construit des ponts. Je veux toujours donner un peu d'espoir aux gens dehors. Et à cause de ma responsabilité, je dois aussi garder la tête froide. Pour ne pas devenir un peu cynique, parce que toutes ces narrations dehors, elles sont aussi un peu diaboliques ou sataniques. Il y a différents termes qui sont utilisés pour ça. Donc chaque jour, il y a certains événements ou choses sur lesquels nous portons notre attention. Imagine comme un ballon que cela pénètre en nous. Et comment fonctionne une manifestation? Ce n'est pas simplement, oui, je souhaite avoir un nouveau partenaire ou une belle voiture, un meilleur travail, mais la manifestation, ce sont des fréquences, des énergies, et cela signifie qu'au moment où je laisse entrer en moi certaines fréquences ou énergies inconscientes. Oui, quelqu'un se dispute dans la rue, je pourrais essayer de calmer la situation. Je remarque que les deux sont totalement inconscients. En même temps, j'absorberai cette énergie. Donc, si je ne parviens pas à instaurer la paix là-bas, car les gens ne sont pas prêts, mais que je suis en même temps dans cette perte d'énergie, alors j'ai laissé entrer cette énergie en moi. Et si maintenant, alors? Donc, c'est un exemple parfait. J'ai suivi une fois une formation qui a commencé et c'est une formation consciente. Et là, j'ai remarqué dès le premier jour de la formation, oui, elle durait 6 mois, j'ai remarqué que j'avais en quelque sorte donc ma maison est mon temple, oui, un lieu sacré, un rituel. Je sais que là-bas, les fréquences sont très élevées, c'est protégé. Et à peine avais-je commencé la formation le matin que le soir, en quittant la maison, il m'est arrivé un événement, puis un deuxième, puis un troisième. Et là, je me disais, ce n'est pas possible. Oui, au supermarché, la caissière m'a mal parlé, comme si j'avais volé quelque chose. Et je me disais, un morceau de légumes, je suis totalement à sec financièrement. Puis il y a encore eu quelque chose où je me suis rendu compte, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui, quelqu'un a failli me rouler sur le pied dans la rue, et ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai réalisé que c'était ça. Aussi incroyable que cela paraisse, c'était une tentative de l'obscurité de pénétrer mon système, afin que lors de ma formation avec ceux qui cherchent à façonner le monde avec une conscience supérieure, je ne puisse pas montrer mon cœur, mais qu'il m'ait poussé vers le mental. Et c'est exactement comme ça que tout fonctionne aussi au niveau du récit. Oui, si tu divertis les gens tout le temps avec la peur et que tu dis sans arrêt, et là, gros titre, alors tu es dans la peur. Et alors, c'est exactement ce champ qui se manifeste. Parce que tout le monde, même les conscients, projettent alors vers l'extérieur dans ce champ de peur. Et maintenant, on revient à cette image que j'ai décrite tout à l'heure. Oui, la Terre vue de l'extérieur et cette lumière et cette obscurité tout le temps, ces énergies qui luttent l'une contre l'autre, et nous, en quelque sorte, avec nos messages, comme tu le dis, contribuons à cela. Est-ce qu'on divise? Est-ce qu'on nourrit la peur, ce champ? Oui, par exemple, le collègue Ernst Wolf, qui fait du bon travail et de bonnes recherches, et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui est très brillant sur le plan rhétorique et qui sait très bien toucher et captiver les gens. Oui, je lui ai dit, Monsieur Wolf, vous êtes déjà venu plusieurs fois sur notre chaîne et j'apprécie beaucoup votre travail. Et est-ce qu'on pourrait regarder d'une manière ou d'une autre pour qu'à la fin, on aille encore plus dans une direction? Pas de se demander ce qui nous menace maintenant, mais plutôt quelles sont les possibilités afin que les gens, à travers leur... Il est du signe du lion, oui, très polarisant aussi, ne tombent pas dans ce champ de la peur. Bien sûr, j'ai compris, Daniela Ganser fait aussi beaucoup d'efforts pour rester factuel, sans provoquer ces grands états de peur chez les gens. En même temps, ces personnes sont ignorées par les médias traditionnels ou voient leur salle annulée pour les empêcher de se produire. Oui, ou tu remarques alors qu'une autre information n'est pas souhaitée. Je trouve ça fort et j'ai souvent reçu Ernst Wolf sur ma chaîne. En fait, lors de notre dernière conversation, je crois qu'on a eu en très peu de temps plus de 400 000 vues, 350 000 vues. Dès les premières minutes, j'ai posé un autre cadre en lui demandant comment il gère ces sujets difficiles et s'en sort mentalement. Et au début,
On a simplement parlé des différentes possibilités. Puis dans la deuxième partie de la conversation, on a abordé tous les défis. Et là, tout de suite, un autre cadrage, une autre narration. J'ai reçu des retours super positifs. Il a aussi partagé quelques anecdotes personnelles qu'il considère finalement la vie comme un véritable bonheur parce qu'il a été impliqué dans un grave accident de voiture lorsqu'il était jeune. Et l'énergie que tu dégages dans les premières minutes, c'est généralement aussi ce qui en ressort à la fin. Et les sujets difficiles dont nous avons parlé plus tard, c'était en fait plutôt, oui, de la paperasse. Monsieur Wolf, j'observe votre travail depuis de très nombreuses années. Vous analysez souvent des contenus difficiles à digérer. Comment gérez-vous cela mentalement? Oui, bien sûr, j'ai aussi mes difficultés quand il s'agit de contenu vraiment dur, mais j'ai aussi une vie en dehors de toutes ces recherches et de tout ce journalisme. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je vais aussi très souvent dans la nature. J'ai aussi un rythme quotidien, je vais nager tous les jours, donc je nage chaque jour, mais 1,5 km, et ça me permet de tenir le coup. De plus, je dois dire qu'en dépit de toutes les choses terribles qui se passent, on peut aussi voir une évolution positive, car les grandes crises apportent souvent de grandes idées. C'est encore une fois, oui, avec quelle conscience j'envoie les informations. Oui, on pourrait aussi balancer plein de faits sensationnalistes qui déstabiliseraient beaucoup de gens. Ou alors, en même temps, d'accord, de quoi s'agit-il vraiment ici? Oui. Et si l'âme ne fait pas de hasard, pour reprendre les mots d'Einstein, le hasard est la façon secrète de Dieu de rester anonyme. Et si, en tant qu'âme, nous descendons ici sur Terre, alors ma perception est que, de toute façon, nous avons déjà expressément accepté la plupart des événements qui nous arrivent au quotidien, puisque nous savions ce qui allait se passer sur Terre au moment où nous y vivons actuellement. Tu vois, dans l'univers parallèle, tout arrive en même temps. Sur Terre, en tant qu'humain, tout se déroule successivement, du passé vers le futur. Et cela signifie que si maintenant, dans l'ici et maintenant, peu importe ce qui devrait se passer dans le monde, je n'entre pas dedans en pensant « Oh mon Dieu », mais je dis « D'accord ». Si mon âme a précisément accepté cela expressément et veut exactement faire cette expérience, et si j'ai choisi précisément ce pays, cette époque, cette ligne temporelle pour vivre cela maintenant, comment est-ce que je veux percevoir ce film en ce moment? Oui, poussé. Là, nous revenons à Viktor Frankl, Seconde Guerre mondiale, camp de concentration. Comme tous les autres, vivant dans la peur, sans savoir si je vais survivre aujourd'hui, ou dois-je sortir les cadavres de la chambre à gaz, ou alors en même temps avec dignité, ce qu'il a choisi de faire. Et il est ainsi devenu un exemple éclatant pour de nombreux gardiens de camps de concentration, qui l'ont alors perçu comme un ennemi dans ces camps de concentration, mais qui sont ensuite allés vers lui et ils lui ont dit « Victor, j'ai un problème avec ma femme », ou bien, donc, en quelque sorte, un détenu, oui, a réussi à devenir en quelque sorte le maître des gardiens de camps de concentration et à les aider ou les conseiller sur leurs sujets privés, humains, parce qu'il n'a pas perdu sa dignité, parce qu'il l'a compris. La différence, la seule chose que je peux influencer, c'est si j'entre dans la douche d'un camp de concentration comme un bétail ou la tête haute, et je dis, alors c'est mon dernier jour, et aujourd'hui, je rencontre le Créateur. Et c'est exactement cela que nous avons comme possibilité d'influence. Je comprends que, combiné à toute la peur qui est attisée et entretenue dehors, il est difficile de gérer cela. Et c'est pourquoi la première étape, oui, c'est d'abord de ne rien faire, juste consommer. Et je veux dire, s'il devait y avoir une grosse bombe qui explose quelque part ou quelque chose comme ça, tu le sauras. Oui, ils font toujours ces alarmes amusantes, où tous les téléphones vibrent. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais par exemple, j'ai remarqué la guerre en Ukraine pour la première fois, tous les téléphones vibraient, où tu sais exactement, vous êtes en train de tester, parce que vous avez plus d'informations que tous les simples mortels, si les téléphones vibrent ou pas, en cas d'alerte. Et puis tu sais, à chaque fois qu'il y a un peu plus d'informations des services secrets qui arrivent sur la table, ils ne le disent pas dans les médias publics. Mais là, tu remarques que les smartphones vibrent. Oui, une alerte tout à fait normale, il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit, où tu sais exactement qu'ils ont maintenant des indices. La question maintenant, c'est comment tu gères ça? Il faut rester émetteur, pas devenir récepteur. Tellement fort. Tu as récemment publié une vidéo virale dans laquelle tu as expliqué que le monde allait être financièrement en ruine dans les prochains mois. Beaucoup de personnes de ma communauté m'ont parlé de cette vidéo. Peux-tu nous dire les points clés sur la forte baisse attendue des marchés boursiers dans les prochains mois? Alors, d'une part, j'ai bien sûr un réseau très très solide de personnes qui, oui, sont proches des cercles gouvernementaux, qui ont eux-mêmes fait partie de réseaux militaires, aussi des gestionnaires de fonds spéculatifs et des banquiers d'investissement ayant géré des milliards. Et puis, je pose des questions à énormément de personnes et j'échange régulièrement. Et c'est donc un véritable recueil d'informations
puis je poursuis moi-même mes recherches en profondeur. Mais le point de vue, oui, c'est que beaucoup d'élites vendent de plus en plus et restent de plus en plus assis sur des réserves de liquidités, pendant que des gens ordinaires épargnent et investissent pendant des années, voire des décennies. Oui, et il y a plusieurs signes. L'un des plus importants, c'est certainement la courbe des taux d'intérêt inversés. Qu'est-ce que c'est exactement? Certains savent qu'à court terme, tu reçois plus d'intérêt d'une banque pour une obligation d'1 an que pour une obligation de 10 ans. Et chaque fois que cette anomalie se produit, oui. Il y a ensuite eu, dans une période de 6 à 18 mois maximum, un crack important. Et depuis les années 50, cela s'est produit 8 fois sur 9. Donc ça veut dire que tu vas au casino, tu as rouge ou noir, et tu sais qu'aujourd'hui, il y a 90% de chances que ce soit noir, alors presque personne ne miserait sur le rouge. Et c'est exactement la situation. Mais depuis la Grande Dépression de 1929, nous avons actuellement la plus longue courbe de taux inversés, donc cette anomalie, la période la plus longue depuis 1929. Et à chaque fois, plus cette anomalie a duré, tu gagnais plus avec des obligations à court terme, ce qui est illogique car tu récupères vite ton argent et tu ne t'en sépares pas longtemps. Plus le crack qui a suivi a été important. Et là, il y a probablement 7, 8, 9, 10, 11, je crois, différentes facettes incluses. Si tu n'as investi que les années paires de 2000 à aujourd'hui, 2026, donc acheté le 1er janvier 2020 et vendu le 31 décembre, une année de pause, puis à nouveau du 31 décembre jusqu'à aujourd'hui. Simo, tu aurais eu un rendement de 0 à moins 2,9 au cours des 13 dernières années, selon les indices. Si tu avais investi de façon constante pendant ces 13 années, mais seulement pendant les années impaires, alors selon les indices, oui, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq ou le Dow, j'ai tout expliqué dans cette vidéo YouTube. Beaucoup vont tout perdre sur la chaîne ou dans le podcast. Si quelqu'un cherche, alors en moyenne, tu as réalisé entre 7, 9 ou 13% de gains par an. Donc, cela veut dire que celui qui a investi chaque année perd depuis 2000. En moyenne, s'est retrouvé à 0, puis la deuxième année. Donald Trump, oui, statistiquement, nous savons que c'est l'année la plus faible. Ensuite, les vagues d'Elliott. Oui, qu'est-ce que les vagues d'Elliott? Certains en ont déjà entendu parler, d'autres non. Oui, je pense que tout comme nous inspirons et expirons, l'univers se manifeste exactement de la même manière. Et que ce soit un tourbillon ou notre Voie lactée, oui, ou un ouragan, c'est un tourbillon qui s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y avait ce mathématicien Fibonacci qui a découvert qu'il existe certains nombres de Fibonacci. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 2 plus 3 égale 5. Et cela signifie, selon le nombre, ce sont tous ces nombres de Fibonacci dont j'ai parlé et qu'ils ont tous un certain rapport les uns avec les autres. Donc cela signifie que si nous transposons cela à la bourse, quelque chose monte de 10 euros ou faisons-le de 0 euros, d'1 euro à 10 euros. Ce n'est pas comme si ça ne faisait que croître sans cesse. Oui, il faut inspirer, mais aussi corriger et redescendre. Mais pour que la bourse monte à long terme, ce qu'elle fait depuis 100 ans, il faut un certain équilibre entre les deux. Cela signifie que si la bourse monte de 10, elle doit ensuite redescendre à 6. Puis viennent les vagues d'Elliott. Une monte, 2 descend, 3 monte, 4 descend, 5, c'est le sommet. Et à partir de là, il y a la grande correction. A vers le bas, B en contre-mouvement vers le haut, et C, c'est encore le grand crack. Là, ça retombe encore. Et nous sommes maintenant à ce niveau multi-annuel, à la fin de la vague 5, qui a déjà plus de 10 ans. Et cela signifie à son tour qu'après la 5, il n'y a plus qu'à descendre. A, puis la brève correction de contre-tendance, B vers le haut, suivi du grand crack, c'est le C que nous voyons. Ensuite, elle annonce une correction de 35 à 60% si tout va bien. Il faut corriger maintenant, ce n'est rien de grave. Oui, dans la nature, les vieux arbres meurent et de nouveaux naissent, c'est le cours de la vie. Donc, si je l'ignore, je suis totalement choqué. Je regarde le compte, j'ai cotisé pendant 10-20 ans et est-ce que quelqu'un a 10 000 euros là-dessus? Soudain, il ne te reste plus que 4 000 euros sur le compte. Tous les cercles élitistes le savent. Sans argent, il faut prendre des risques. Avec beaucoup d'argent, il ne faut pas en prendre. C'est aussi pourquoi existent les réunions Bilderberg et ces cercles élitistes. Ce sont des informations, des données qui sont échangées, qui ne sont jamais montrées dans les médias grand public, à la télévision, dans tous les médias. Mais eux, bien sûr, ils sont au courant, ils ont beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'ils peuvent tout se permettre, mais ils ne doivent rien risquer, ils doivent anticiper. Certaines choses arrivent, comme Bill Gates et le Covid en mars 2020, mais il avait déjà acheté BioNTech en septembre avant cela. Comment le sait-il? Cela montre que seuls les cercles élitistes sont informés, pas les gens ordinaires.
Si tu demandes à des milliardaires qui jouent à ce jeu depuis 60, 70 ans, pour eux, c'est la routine et c'est normal. L'argent est fait par ceux qui ont de l'expérience et pour tous ceux qui n'en ont pas. Ils ont investi pendant des décennies. Soudain, tout disparaît. Et puis ils disent, les actions, c'est diabolique, oui, tout est mauvais. Non, tu n'avais tout simplement pas conscience de la façon dont ces cycles fonctionnent. Et il y a encore 5 ou 6 autres choses, des facteurs, que j'expose simplement de façon factuelle dans cette vidéo ou dans cet épisode de podcast. Chacun peut les consulter. Cela m'a touché dans la mesure où j'avais déjà préparé un tout autre sujet. Et soudain, dans mon entourage, et je dirais que j'ai des personnes conscientes autour de moi, soudain, 2 personnes différentes sont venues vers moi et ils m'ont demandé, Maxime, quelles actions ou qu'est-ce que tu achèterais en ce moment? Et à ce moment-là, j'ai réalisé que l'univers était en train de me parler et disait, non, non, si dans ton entourage, il y a des gens qui ne savent pas mieux, alors tu dois le partager maintenant. Et c'est là que j'ai rassemblé ces 11 points. Que des faits, de l'histoire, aucun pressentiment, seulement des faits. Chacun décide s'il investit ou non. Moi, je ne le fais pas, je suis entièrement en liquidité. Je ne veux pas voir ce pourquoi j'ai travaillé pendant des années, des décennies, disparaître soudainement de 30 ou 60%, et je serai alors très très heureux si nous nous en sortons à peu près et que l'événement n'est pas si dramatique. Parce que bien sûr, cela nécessite un catalyseur externe venant de l'extérieur. Oui, que ce soit l'Iran, ce qui peut tout à fait arriver en avril, mais pour compléter le tout, la courbe de taux inversée indique qu'au plus tard, 18 mois après l'inversion, après cette anomalie, le rendement à court terme, le rendement à long terme que tu obtiens de la banque pour placer ton argent. Quand elle s'est inversée, au plus tard 18 mois après, les marchés se sont effondrés 8 fois sur 9. Et ce serait le cas au plus tard en juin 2026, comme cela s'est toujours produit historiquement jusqu'à présent. En tenant compte de tous ces éléments, y compris le cycle de Banner de 150 ans, qui indique aussi que 2026 est un bon moment pour vendre et se débarrasser des choses. Oui, alors il se peut que nous ayons maintenant quelques mois ou dans le pire des cas 2, 3, certains disent jusqu'à 6 ou 7 ans. Maintenant, nous allons voir une sécheresse sur les marchés boursiers, la bourse, des récessions. Rien que si il y a quelques initiés qui se concentrent maintenant uniquement sur l'histoire de l'Iran. Cela fait un mois que nous travaillons dessus et certains affirment déjà que des dommages irréparables ont été causés avec de nombreux dominos qui tombent. Ce n'est pas comme si je t'apportais quelque chose dans la région, mais c'est un peu ce que nous avons vécu en Europe avec les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Et soudainement, les prix de l'énergie et du carburant ont augmenté, tout est devenu plus cher, et tout à coup, tous les managers et toutes les usines gagnent moins d'argent. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, tout est arrivé progressivement. Oui, et il y a déjà beaucoup de grands économistes et spécialistes de l'économie qui disent que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui nous attend dans les prochains mois. Quand toutes ces ressources deviendront visibles, là où elles manquent actuellement, sous forme de gaz naturel, de pétrole et, en Chine surtout, d'engrais. Et là-bas, il y a aussi plus d'1 milliard de personnes à nourrir. Et si des problèmes alimentaires surviennent soudainement, eh bien, à quoi cela peut-il mener? Avec un géant pareil, Tu viens de très bien le décrire. On aurait aussi pu résumer ça en disant « les derniers seront les dindons de la farce ». À 18-19 ans, j'ai investi à l'époque dans le nouveau marché. J'avais une somme de plusieurs millions sur mon compte titre, mais je n'avais absolument aucune idée des cycles. J'ai donc perdu pas mal d'argent en conséquence. Et si on regarde en ce moment, Warren Buffett, Peter Thiel, ce sont ceux qui vendent à des positions incroyables et qui sont assis sur une réserve de liquidité impressionnante. Peut-être anticipent-ils aussi ce qui pourrait nous arriver. Tu évoquais ces cercles élitistes, l'aristocratie financière. Est-ce qu'ils te sollicitent pour du leadership ou des conseils? Par exemple, si tu annonces une chute de 60% des marchés financiers, pour moi, ça ressemble à une catastrophe nucléaire, à un événement Black Swan vraiment extrême. Et si on regarde les événements Black Swan des dernières années, tous les 2 ou 3 ans, une grande narration de ce genre nous est tombée dessus. Je pense qu'il est à nouveau temps pour un autre grand événement, après le Covid, après l'Ukraine, après l'Iran. Qu'est-ce que tu vois venir? Qu'est-ce que tu anticipes? Alors, d'une part, moi, je n'ai pas beaucoup de contacts avec des gens qui font partie des cercles élitistes, mais je connais des personnes qui ont quitté ces cercles élitistes. Oui, Florian Homme, un invité qui va justement apparaître prochainement dans notre émission, qui a justement parlé de ce qu'il a vécu et vu là-bas avec Jacob Rothschild et dans tous ces clubs secrets. C'est juste un échange d'infos. Là-bas, ils anticipent déjà de grosses sommes d'argent. Ils n'attendent pas que quelque chose se passe, ils savent ce qui va arriver et se positionnent à l'avance. Ensuite, les médias grand public arrivent et tout est vendu. Oui, ils disent « super, on a shorté, on gagne le double à la montée comme à la vente ». Les gens ordinaires paniquent, puis c'est « vendez, vendez, vendez » et ils perdent tout. Et ils disent « merci, on a gagné à la hausse et à la baisse » et c'est comme ça que le gros argent se fait.
Bien sûr, il faut un catalyseur externe, oui, qui nous est ensuite vendu pour que les médias et tout le monde, tu vois, diffusent tous la même information, les mêmes reportages, et bien sûr que tous les autres mortels retombent dans la peur. Et ceux qui tirent les ficelles financières gagnent de l'argent dans les deux sens. Quel sera cet événement? Je ne peux pas le dire. Si tu parles de nucléaire ou quelque chose comme ça, j'espère que non. J'en ai aussi entendu parler de 2 ou 3 personnes différentes, bien sûr. On le voit bien avec ce qui s'est passé rien que ces 30 derniers jours en Israël. Israël, l'Iran, qu'Israël connaît, même celui qui s'est retiré, tu vois, et qui a dit qu'il n'y avait aucun danger, rien à voir avec l'Iran. Et nous avons été un peu entraînés là-dedans parce que oui, nous avons été un peu pris en charge par Israël et les États-Unis ont dû pratiquement intervenir pour ne pas perdre la face, y compris les attaques iraniennes contre Israël. Et Trump a alors un peu dit, attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Mais il ne peut pas donner l'impression à l'extérieur qu'il n'a aucun pouvoir. Oui, d'une certaine manière, nous sommes surpris par l'agressivité d'Israël, même lorsque Trump a affirmé que nous étions en contact avec l'Iran, avec quelqu'un dont il pense qu'il a de l'influence. Et ce n'est pas le fils de Khamenei, mais quelqu'un d'autre. Et puis, le même jour, en l'espace de 24 heures, Israël révèle la source de Trump, qu'il ne nomme délibérément pas publiquement. C'est un peu comme s'il cherchait délibérément à se démarquer et à provoquer une certaine escalade, parce qu'ils sont évidemment plus proches et peut-être qu'ils craignent davantage qu'un jour l'Iran possède ce genre de bombe atomique. Certains affirment l'avoir déjà et préfèrent provoquer une escalade, même si cela nous vaut à tous deux des yeux au beurre noir, plutôt que d'attendre 7 ans, 10 ans, 12 ans ou même 3 ans, et qu'un jour, soudainement, une bombe atomique nous tombe dessus et que nous soyons alors physiquement touchés en tant qu'ennemis. Et ceux-là disent, autant se battre complètement maintenant, comme ça on aura un peu de tranquillité. Et les Américains disent, on a le grand océan bleu, comme le dit Trump, entre nous. Donc, ce n'est pas notre cirque, pas nos singes. Oui, et d'un côté, on dit alors, la guerre, elle s'est terminée tout de suite. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que, bien sûr, le régime iranien s'est préparé à cela pendant des années, des décennies, c'est certain. Et pas juste comme ça. Oui, si quelque chose arrivait, on verrait. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses, sinon on n'aurait pas encore de missiles. Et en Israël, il n'interdirait pas la couverture médiatique si la vérité était maintenant complètement, oui, celle qui nous est montrée dans les médias traditionnels. Alors, je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent que Trump a sous-estimé la situation et maintenant il est un peu piégé parce qu'Israël ne le laisse pas sortir. Oui, il s'accroche et dit non, si ça doit escalader, alors complètement. Et je ne sais pas quel sera le catalyseur. Oui, certains disent qu'Israël va soudainement aussi se retirer et puis tous les ennemis dont le dôme de fer fonctionne de moins en moins arrivent à passer de plus en plus. Oui, et tant que toutes les roquettes sont lancées depuis toutes les caves en Iran, je pense que c'est un jeu explosif. Oui, ce qui se passe en ce moment avec le monde entier, et l'Iran le dit lui-même aussi. Si nous sommes attaqués par Israël avec certaines armes plus puissantes, alors nous répondrons de la même manière avec les mêmes armes qui nous sont menacées. Il suggère ensuite discrètement que nous avons construit une bombe atomique désormais opérationnelle. On pourrait dire maintenant, eh bien, c'est peut-être juste, ne nous attaque pas parce que nous en avons une. Soit c'est un geste rhétorique, oui, pour se défendre, soit peut-être qu'ils en ont vraiment une. Je n'ose pas imaginer ce qui arriverait si quelqu'un lançait soudain une telle chose. Mais ce que je sais, c'est que les médias russes ont soudainement déclaré, sans raison apparente, que nous ne tolérerions en aucun cas qu'Israël attaque l'Iran avec des armes nucléaires. C'est apparu dans les médias, donc il s'agit sûrement de services de renseignement très compétents. Et s'ils rendent ce genre d'informations publiques, combien d'informations possèdent-ils déjà pour pouvoir prévenir ou anticiper ce qui nous est montré chaque jour? Donc peut-être qu'ils sont déjà beaucoup plus avancés dans ce processus de décision, oui, que ce qui nous est présenté, parce que les Russes argumentent que si cela devait arriver, alors le seuil d'utilisation des armes nucléaires serait massivement abaissé dans le monde entier. Et alors nous serions définitivement dans une situation où le prochain pays, lors du prochain conflit, n'hésiterait plus longtemps non plus, parce que la tolérance aurait simplement été abaissée. Et je sais aussi que Vladimir Poutine, en octobre 22, à ce moment-là, j'ai vraiment quitté l'Allemagne avec mon petit-fils, parce que je savais simplement qu'il était sur le point de frapper avec des armes nucléaires. Et puis la Chine, Xi Jinping a dit, franchement, Vladimir, tu ne peux pas faire ça. Et ensuite, les Chinois l'ont dissuadé. Au bout de 6 ou 7 mois, il avait perdu son sang-froid, pensant que tout finirait en 2 semaines. Un peu comme Trump maintenant, qui fait les mêmes erreurs que Poutine en Iran et qui n'a peut-être pas été complètement informé. Et Israël a ses propres intérêts et Trump veut un peu suivre le mouvement, sans dire
Je ne sais pas ce qui se passe ici. Il doit montrer à l'extérieur qu'il est un homme fort et l'afficher. Et maintenant, un peu comme ça, oui, ils ne savent pas eux-mêmes où se trouvent les installations atomiques et nucléaires, et beaucoup de choses dans ce pays vallonné sont cachées sous terre. Et maintenant, la question est comment s'en sortir sans perdre la face et en même temps, oui, fournir une solution satisfaisante pour l'Iran, pour Israël, pour toutes les parties. Mais ce que nous savons, c'est que plus longtemps le détroit d'Ormuz reste fermé, plus l'impact sera important. Un effet mondial sur les réserves d'énergie. Tout le monde sait 20% du pétrole et du gaz naturel. Et je pense que la Chine, en tant que future puissance mondiale, sera certainement la plus touchée actuellement. Et la question est de savoir combien de temps ils vont tolérer cela. Quel serait le rôle de Donald Trump? Birgit Fischer l'a qualifié de boule de démolition dans ce jeu cosmique, Donald Trump. Parce que je trouve que c'est exactement ce qu'il fait. Il est apparu entre 5000 et 26 000 fois, selon les chiffres, dans les dossiers Epstein. Ce type me semble être complètement compromis et il a fait un virage à 180 degrés entre ce qu'il disait avant et ce qu'il a finalement mis en œuvre. Est-il consciemment présent à cette époque cosmique actuelle pour justement faire remonter tous ces mensonges à la surface? Il faut bien sûr aussi dire que chacun agit selon sa propre personnalité. Et si je regarde Donald Trump d'un point de vue astrologique, alors signe du zodiaque, Gémeaux et Gémeaux. C'est quelqu'un qui peut présenter 17 variantes et versions différentes le même jour et il le fait de manière excellente. Ce n'est pas stabilisant. Pour le monde entier, et le président des États-Unis est souvent considéré comme l'homme le plus puissant du monde. Oui, si l'on accepte ce récit, c'est au moins vrai en ce qui concerne les bombes atomiques et le développement économique, mais en même temps, si cette personne, d'un côté, essaie d'être honnête, oui, et d'entrer en contact avec les gens, alors il ne se comporte pas comme un politicien véreux, mais dit la vérité. Il parle franchement, même si c'est direct, mais reste prisonnier de son côté Gémeaux. Donc, dans 48 heures, le délai expire. Allons-nous tout bombarder? 5 ou 6 heures avant, il déclare, nous venons d'entamer de très bonnes discussions avec l'Iran. L'Iran répond alors, nous n'avons eu aucune discussion avec les États-Unis. C'est exactement cet élément R. Oui, et l'air, tu ne peux pas le saisir. Et voilà, si tu veux, l'univers l'a placé dans cette position pour, d'un côté, révéler beaucoup de choses et faire remonter des informations à la surface. Mais aussi en même temps, comme tu dis, s'il est impliqué dans les dossiers Epstein et que Jeffrey Epstein a, oui, aussi des origines juives, et Israël, maintenant, avec cette attaque iranienne, tu remarques un peu que les États-Unis disent « Grand frère, tu dois participer maintenant ». Oui, et tu ne sais pas dans quel dossier, quelles informations, à quel point est-il libre dans sa prise de décision, alors que nous voyons certaines informations à l'extérieur, mais nous ne savons même pas à qui appartient quoi en ce moment, qui appartient à qui et qui tient qui en main, avec quelle faveur et quelles informations les gens sont forcés de faire certaines déclarations ou d'agir pour participer au monde. Alors, je crois que c'est quelque chose que tout le monde sait au plus profond de lui-même. Oui, si tu ne fais pas ça, alors on a ceci, cela et encore cela. Et justement, ce théâtre nous est présenté chaque jour. Et quand vous dites alors, d'accord, nous nous sommes tous positionnés, oui, alors une information est révélée, l'une après l'autre, et soudainement les marchés s'effondrent. Et comme à l'époque des différents douaniers en avril, où Trump, oui, a aussi écrit sur sa plateforme que c'était un bon moment pour acheter des actions, et beaucoup de gens qui savaient qu'il fallait prendre ce message au pied de la lettre ont gagné beaucoup d'argent, et sûrement aussi quelques amis à qui il l'a dit en jouant au golf. Faites attention à ce que j'écris. Et oui, dans ce jeu, nous sommes tous un peu exposés en ce moment. Maxime, je pourrais discuter encore longtemps avec toi. Si tu reviens à Berlin, je t'inviterai volontiers au studio. Je pense qu'on pourrait aborder plein d'autres sujets. Donne à nos spectateurs, pour finir, 3 recommandations d'action très concrètes pour gagner en clarté et en assurance dans ce monde très agité et chaotique. Premier point, éteins consciemment la radio, la télévision et tout ce genre de choses. Oui, et suis ceux des chaînes comme celle de Simo qui essaient de ne pas jouer uniquement sur la peur. Oui, et sur l'information. Ils ne cherchent pas seulement la portée, mais proposent que des solutions. Ce sont de vraies chaînes conscientes. Nous faisons beaucoup d'efforts pour soutenir les gens à ce niveau. Je regarde toujours les affaires du monde sous différents angles. Numéro 1, numéro 2, sois conscient que tu n'es pas seul. Oui, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont toutes en ce moment chez elles, entre leurs 4 murs,
et qui sont un peu effrayés. Ils ne regardent plus que la vérité, ouvrez les guillemets, la vérité, fermez les guillemets, qui leur est présentée. Et à cause de cela, nous perdons ce qui est vraiment puissant et fort quand les gens se rassemblent et réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Et nous avons grandi autrefois dans des tribus, oui, en Amérique du Sud, en Afrique, les Vikings, les Germains, c'était une tribu d'une centaine, de 200 ou de 300 personnes. Et là, tu te sentais puissamment protégé, tu étais ensemble, tu n'aimais pas tout le monde, mais tu savais que tu avais des gens autour de toi et tu ne te sentais pas seul ou isolé. Et c'est ça que les élites ont un peu d'avance sur les gens ordinaires, parce qu'ils savent tous, nous sommes Rothschild ou ceci ou cela, et connaissent leur lignée, contrairement aux gens ordinaires aujourd'hui. Tu ne sais même pas quel est ton genre. Oui, on te raconte n'importe quelles informations. Donc on est un peu comme une feuille sans racines, portée par le vent en automne. Et si tu savais, non seulement que tu as des sœurs et des frères puissants autour de toi, mais que tu connais aussi ta famille ancestrale, toujours. Deuxième conseil, oui, ton grand-père a protégé la moitié de la ville d'un grand incendie au XVIIe siècle. Oui, et il a sauvé cette famille d'une manière ou d'une autre. Oui, ta grand-mère a aidé des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, alors forcément ça t'impacte, car peu importe la gravité de mes problèmes actuels, j'ai eu des frères et sœurs très très puissants avant moi qui étaient dans ma lignée ancestrale, et cela te donne quelque chose au niveau inconscient, comme les archétypes de Carl Gustav Jung. Oui, tu sais que tu n'es pas seul, tu n'es pas isolé ni aliéné de tout. Si tu te connectes à des personnes partageant tes idées, des miracles peuvent se produire. Peut-être. Conseil numéro 3, si quelqu'un a envie d'écouter des sujets puissants, nous avons un podcast qui s'appelle Les Têtes des Génies, ça ne coûte pas un centime. Et il y a maintenant plus de 700 épisodes de podcast avec des invités comme Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braddon. Donc, il y a aussi des personnes internationales qui s'intéressent beaucoup au sujet de la conscience, de la profondeur, oui, et qui remettent en question la vie sous un autre angle, pour que tu ne sois pas seulement rationnel, tout le temps prisonnier dans ta petite tête, dans ta petite boîte, mais que tu comprennes les choses, les liens, les causalités, beaucoup plus sous différents angles, considère-les, estime-les, et cela signifie aussi que tu arrives à rester dans l'ici et maintenant, peu importe ce qui vient de l'extérieur vers toi. Ce n'est qu'une question de temps avant que les crises n'arrivent, mais que tu saches exactement quoi faire au moment où cela arrive, si ceci ou cela se produit. Et alors, même si tu es dans ton être humain, oui, tu es aussi doté de ta conscience spirituelle et tu peux avancer avec puissance à travers le monde. Les esprits des génies, c'est le podcast ici. Tu viens de très bien formuler cela, Maxime. J'ai eu des frissons à plusieurs reprises. Nous allons certainement mettre le lien ci-dessous. Et ce qui est aussi assez drôle, c'est qu'en fait, beaucoup de tes spectateurs sont aussi sur ma chaîne, ou plutôt, je vois toujours comment les liens se créent, il faut cliquer. Enfin, Maxime, j'ai préparé des questions, soit l'un, soit l'autre, pour toi. Réponds simplement, spontanément, de façon intuitive. Manifester ou agir? Je dirais manifester, parce que pour moi, agir fait partie de manifester. Le troisième niveau, Intuition ou vieille blessure? cela dépend encore une fois du niveau de conscience de la personne. Et un esprit éveillé agit naturellement très différemment de quelqu'un qui est tourmenté par ses traumatismes. Donc bien sûr, l'intuition. Clairement lâcher prise ou exprimer? Je dirais lâcher prise, parce que si tu n'as pas lâché prise sur toutes les choses que tu as vécues dans ta vie, alors c'est comme si tu traînais tout le temps avec toi des vieilles conserves pourries dans ton sac à dos qui sont périmées et tu t'étonnes que la vie soit si difficile. Mais en réalité, la vie n'est pas si difficile, c'est plutôt ton subconscient. Il est là 24 heures sur 24, tout le temps pour toi, parce que ces événements n'ont pas été traités. C'est pourquoi il faut lâcher prise consciemment et te poser la question: quelle personne, chose, situation ou projet m'empêche aujourd'hui d'apparaître dans ma version la plus élevée, de me montrer vraiment puissant ici et maintenant? Tout ce que tu perds, issu d'une période où tu n'étais pas à ton meilleur, n'est pas une perte. C'est juste ton ancienne conscience qui ne correspond plus à ton moi actuel. Et la question finale. Avec qui préférerais-tu être sur une île déserte? Benjamin Netanyahou ou Karl Lauterbach? Oh mon Dieu, pour des raisons d'actualité, Netanyahou. Parce que je pense qu'à travers des conversations profondes, selon qu'il serait prêt ou non, mais je me proposerais aussi pour continuer à discuter avec lui, cela aurait maintenant plus d'importance pour le monde que Lauterbach. Maxime, merci pour cette excellente conversation. J'ai eu des frissons à plusieurs moments. Et l'époque, cette simultanéité des crises, le temps dans lequel nous vivons, cela exige une perspective à 360 degrés. Aujourd'hui, on ne peut plus séparer politique, économie et spiritualité. Il faut tout envisager ensemble pour une vision globale.
Et je trouve que c'est exactement ce que tu as montré aujourd'hui, c'est ce que tu fais dans ton travail, c'est aussi ce que tu fais dans ton livre que j'ai déjà lu plusieurs fois. La spiritualité n'est pas une fuite, mais clarté, responsabilité et conscience. Merci d'avoir pris le temps de creuser. Je souhaite le meilleur à toi et ta famille. Un grand honneur pour moi, j'attends la prochaine conversation. Simo, merci du fond du cœur pour ton travail précieux et formidable pour les gens.